prolongation de l'état d'urgence dans la région de Difa au Niger. Le gouvernement en a fait l'annonce tenant compte des attaques de Boko Haram. Double attentat au Nigeria mardi, 27 personnes y ont perdu la vie, des gares routières étaient visées. Au Venezuela, on note la mort d'un adolescent survenu lors d'une manifestation. Le parquet soupçonne un policier d'être impliqué dans cette bavure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le gouvernement du Niger a annoncé mardi qu'il prolongeait l'état d'urgence dans la région de Difa, dans le sud-est, à la frontière avec le Nigeria, sous le feu du groupe islamiste nigérien Boko Haram depuis le début du mois. Niamey avait décrété à partir du 11 février, pour un délai de 15 jours, l'état d'urgence dans la région de Difa. La reconduction de cette mesure pour une durée non précisée doit être validée prochainement par l'Assemblée nationale nigérienne. Notons que l'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Et parlant toujours du Niger, les présidents du Bénin, Dr Thomas Boniaï et Faure Gnassingbé, et Adéman du Togo étaient mardi à Niamey, dans la capitale nigérienne. Les deux chefs d'État sont allés exprimer à leur homologue nigérien Issoufou Mahamadou et à son peuple leur compassion et la solidarité de leurs peuples respectifs suite aux attaques meurtrières de la secte islamiste Boko Haram. Les trois présidents ont appelé à une union sacrée pour mettre hors d'état de nuire les terroristes de Boko Haram. Faisons le point avec notre correspondant au Niger, Abdoul Karim Mahamadou. Les présidents Thomas Boniaï du Bénin et Faure Gnassingbé du Togo sont venus exprimer leur solidarité et celle de leur peuple à celui du Niger. Ils ont aussi manifesté leur soutien à leur homologue Issoufou Mahamadou du Niger face aux agressions de la secte islamiste Boko Haram. Les trois hommes d'État se sont longuement entretenus en tête à tête avant de donner une presse. Boniaï et Faure Gnassingbé ont appelé à une union sacrée pour combattre et mettre hors d'état de nuire Boko Haram. Le président nigérien a salué cette marque de solidarité de ses homologues béninois et togolais. Issoufou Mahamadou leur a demandé de transmettre à leurs peuples respectifs toute la gratitude du Niger. Plaise à Dieu, a dit Issoufou Mahamadou, la coalition anti-Boko Haram triomphera car le bien et la vérité ont toujours triomphé sur le mal. La visite des présidents béninois et togolais au Niger s'est achevée avec l'engagement des trois pays à intensifier la lutte contre Boko Haram à travers la mobilisation des moyens nécessaires. Ils ont aussi demandé à la communauté internationale de s'associer à ce combat noble car Boko Haram n'est ni plus ni moins qu'un groupe terroriste qu'il faut combattre comme tel. Le groupe islamiste Boko Haram multiplie toujours ses attentats meurtriers. Au moins 27 personnes ont été tuées dans un nouvel attentat hier mardi à Potiskum, une ville du nord-est du Nigeria en proie aux tueries du groupe islamiste Boko Haram. Cette attaque a été suivie d'une autre explosion à Kano, une autre ville du nord-est du pays. Au moins 10 personnes ont été tuées mardi dans un double attentat suicide dans une gare routière bondée de Kano au Nigeria, quelques heures après une attaque similaire à Potiskum dans une autre ville du nord-est. 17 personnes ont péri et 27 ont été blessées lorsqu'une bombe a explosé dans un bus. Selon le porte-parole de la police de Kano, les attentats suicides ont été perpétrés par deux hommes qui venaient de descendre d'un bus. La zone a été bouclée et des démineurs se sont assurés qu'il n'y avait pas d'autres bombes sur les lieux. Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, a déjà été durement frappée dans le passé par les tueries du groupe islamiste armé Boko Haram, qui affirme vouloir créer un État islamique dans la région. L'une des pires attaques avait eu lieu le 29 novembre, lorsqu'une bombe avait explosé parmi les fidèles assistant à la prière du vendredi dans la grande mosquée de la ville. Au moins 120 personnes avaient été tuées et plus de 270 blessées.
L'armée congolaise a lancé hier des opérations contre des rebelles hutus-rwandais du FDLR enracinés depuis une vingtaine d'années dans l'est de la République démocratique du Congo et accusés de graves crimes. Et bien attendu depuis des semaines, cette opération s'annonce compliquée car elle a été lancée sans le soutien de la force des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, et pendant qu'une certaine grogne gagne l'armée dans la région, et bien en raison du manque de moyens. L'armée congolaise avait annoncé en janvier dernier qu'elle allait cibler les FDLR dont des membres sont accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Cette rébellion est en outre accusée d'exactions telles que des meurtres, des viols, des enrôlements d'enfants, pillages en RDC. La Cour constitutionnelle kenyane a rejeté en début de semaine plusieurs sections d'une loi polémique sur la sécurité, stigmatisant l'aspect liberticide de cette loi antiterroriste. L'opposition avait saisi la justice au mois de décembre dernier. Reconnaissant des atteintes aux droits fondamentaux des Kenyans, la Haute Cour avait déjà suspendu 8 sessions du test en attendant que la Cour constitutionnelle ne se prononce sur le fond. Les détails. La loi controversée a été adoptée en décembre dernier au Parlement dans la plus grande confusion après un débat chaotique et un début de pugilat entre députés de l'opposition et de la majorité. Le test porte notamment de 90 à 360 jours, la durée au cours de laquelle la police peut, avec l'autorisation d'un juge, détenir sans inculpation un suspect d'acte terroriste. Lundi dernier, la Cour constitutionnelle a validé cet article, mais elle a rejeté un second qui entraverait la liberté de la presse. En effet, le gouvernement kényan souhaitait que soit passible de 3 ans de prison la publication d'articles ou reportages qui gênent une enquête ou des opérations liées à la lutte contre le terrorisme sans l'accord de la police. Le juge a également censuré l'article fixant à 150 000 au maximum le nombre de réfugiés autorisés à vivre au Kenya. Sous le feu des critiques pour son incapacité à endiguer la multiplication des attentats menés par des islamistes somaliens Shebab sur son territoire, le gouvernement kényan considère pour sa part cette loi indispensable pour assurer la sécurité du pays. Il envisage désormais de contester cette décision judiciaire, voire de renvoyer le test devant le Parlement. Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le GIEC, a annoncé mardi la démission de son président. L'économiste indien, objet d'une plainte pour harcèlement sexuel dans son pays, a préféré déposer le tablier à la tête de cette institution onusienne chargée de synthétiser les constats et rapports sur l'évolution du climat. Plus de précisions dans ce reportage. Le bureau du GIEC s'est accordé mardi pour désigner en conformité avec ses procédures le vice-président Ismaël El Ghizouli comme président par intérim. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué cette autorité scientifique internationale sur le changement climatique réunie cette semaine à Nairobi au Kenya. Les actions prises ce jour permettront que la mission du GIEC qui consiste à mesurer le changement climatique se poursuive sans interruption, a déclaré Achim Steiner, directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement qui a organisé la réunion du bureau. D'après les tests qui régissent le GIEC, le mandat de Rajendra Pachauri devrait s'achever en octobre prochain et l'élection d'un nouveau bureau était d'ores et déjà prévue. Rajendra Pachauri, âgé de 74 ans et président du GIEC depuis 2002, avait renoncé à participer à la réunion de Nairobi devant répondre d'une plainte pour harcèlement sexuel déposée en Inde par une femme de 29 ans, chercheur dans son centre d'études. Ses avocats ont demandé lundi sa mise en liberté sous caution à un tribunal de New Delhi, anticipant son arrestation. Cette affaire intervient au cours d'une année importante pour le climat puisque la communauté internationale négocie en vue de la conférence de Paris où est espéré le tout premier accord universel contre le réchauffement climatique. Selon Laurence Tubiana, envoyé spécial de la France chargé d'organiser la conférence, cette démission de Pachauri n'aura pas de conséquences sur la rencontre de Paris parce que le travail du 5e rapport du GIEC sur le climat est déjà bouclé.
Le parquet du Venezuela a soupçonné mardi un policier d'être impliqué dans la mort d'un adolescent de 14 ans lors d'une manifestation d'étudiants opposés aux forces de l'ordre dans la ville de San Cristobal, selon un communiqué du parquet. Le ministère public a estimé qu'il y avait une implication présumée du fonctionnaire de la police nationale Xavier Mora Ortiz dans la mort de l'adolescent de 14 ans ce mardi lors d'une manifestation. Selon le communiqué annonçant une mise en cause de ce policier dans les prochaines heures. Le jeune lycéen Cliver Roa a été blessé à la tête par un projectile. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. Dans quelques instants, retrouvez la revue de presse. Revue de presse que nous démarrons avec Joël Yetonji. Bonjour. Bonjour Claire. Démarrer avec Boko Haram, encore une fois, qui met à exécution sa menace. Nous sommes à 5 semaines de la présidentielle et les attentats se poursuivent. Oui, Boko Haram a promis rendre la vie infernale au gouvernement nigérien. Le groupe islamiste est passé vraiment à l'offensive. Le site d'information AAA, dans sa publication du jour, affiche un attentat suicide fait 15 morts à Potiskum. La Poste Info relaie la même information avec un bilan d'au moins 26 morts dans un double attentat meurtrier. À Niamey, pendant que c'est une journée meurtrière de ce côté à Niamey, au Niger, on note plutôt l'arrivée des présidents togolais et celui du Bénin pour soutenir le chef d'État nigérien. Niger Diaspora précise qu'il s'agit d'une visite de soutien et de solidarité au président Issoufou Mahamadou dans sa lutte contre le terrorisme. Visite de soutien, oui, mais alors Fassozine rapporte qu'il est temps que le groupe multinational, la force multinationale africaine, passe à l'offensive. Lutte contre Boko Haram, Fassozine affiche à sa une « Agir avant qu'il ne soit trop tard ». Et en RDC, le gouvernement l'avait bien annoncé, les FARC sont allés tout seuls à l'assaut contre les FDLR. Oui, passé l'ultimatum de 2 janvier donné pour la reddition des FRDL, Guinée-Conakry précise que le face-à-face entre FARC et FDLR était inévitable. Onéo-Vision rapporte la même information. L'armée a dû lancer son offensive contre les rebelles Hutus rwandais. L'observateur de Kinshasa traque des FDLR dans l'est de la RDC. Les raisons infondées de la MONUSCO pour ne pas coopérer avec les FARC. De report en report au Togo, une nouvelle date pour les élections a été communiquée hier. C'était à l'issue d'un conseil des ministres. Oui, on s'y attendait pas, mais c'est arrivé compte tenu des derniers développements qu'a connu le sujet. Slate Afrique rapporte l'information à sa une, élection présidentielle pour le 15 avril au Togo. Republic of Togo, les Togolais éliront leur président le 15 avril. Ici, Lomé évoque un nouveau courrier de Jean-Pierre Fabre à Fort en vue d'une date consensuelle à retenir pour le prochain scrutin présidentiel. Africa Time, pendant ce temps, constate que l'opposition divisée s'est rendu compte qu'il faut aller au rassemblement Jeune Afrique et le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle. Qui est-il ? L'Indépendant Express croit savoir qu'à l'issue de la convention de ce jour, le nom du potentiel candidat sera connu. Et au Bénin, le dépôt des listes de candidatures pour les législatives est bel et bien bouclé depuis hier. Oui, c'est bouclé depuis hier, 24 heures au Bénin. Parle de 19 listes en compétition pour les législatives du 26 avril 2015. La nation parle de 19 partis et alliances, 2 partis qui ont déposé la liste. Le potentiel, ils sont 19 partis et alliances de partis à l'assaut des 83 sièges. La Nouvelle Tribune, le retour de Maître Adrien Rungweji pour bloquer le projet de révision de Yahi. Le confrère de la matinée, enfin les listes des candidats
et après la reconstitution programmée de la classe politique. Et c'est avec le confrère de la matinée, Joël Yetonji, si vous le permettez, que nous allons boucler cette revue de presse. Nous le permettrons, ce sera ainsi. Demain, c'est un nouveau jour, un nouveau rendez-vous avec les téléspectateurs. Absolument, merci à vous pour tous ces détails. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir partagé avec nous.